bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Francisco de Goya, l'un des peintres les plus énigmatiques, puissants et influents de l'histoire de l'art occidental. Goya n'est pas seulement un artiste de génie, il est aussi un témoin aigu de son époque, un visionnaire qui a su peindre aussi bien la cour royale que les terreurs de la guerre et les cauchemars de l'âme humaine. Accrochez-vous, car son histoire est aussi sombre que lumineuse, aussi politique que personnelle. Voici Francisco Goya, le peintre qui a osé tout dire avec ses pinceaux. 1. Les débuts d'un génie. Francisco de Goya est Luciante, né le 30 mars 1746 à Fuente de Todo, petit village d'Aragon, en Espagne. Son père, doreur-sur-bois, travaille pour des clients modestes, et sa mère vient d'une famille de petite noblesse locale. Très jeune, Goya montre un goût prononcé pour le dessin. Il commence sa formation artistique à Saragosse sous la direction du peintre José Lusa. Il y apprend les bases du dessin classique et se passionne pour l'étude des maîtres italiens. En quête de perfection, il part ensuite pour Madrid, où il tente, sans succès, d'intégrer l'Académie royale de San Fernando. Cet échec ne le décourage pas. Au contraire, en 1770, Goya part à Rome pour étudier les grands maîtres italiens, comme le Caravage et Michel-Ange. Ce voyage forme son regard et renforce son style. Il revient en Espagne, quelques années plus tard, prêt à s'imposer. 2. Le peintre de la cour. À partir de 1775, Goya commence à travailler pour la Fabrique royale de tapisserie, à Madrid. Ses cartons pour tapisserie, représentant des scènes joyeuses de la vie populaire, lui valent un premier succès. On y sent déjà son regard attentif sur les gens ordinaires, un thème qu'il ne cessera jamais d'explorer. Peu à peu, il se fait remarquer par la noblesse, notamment le duc d'Osuna et la duchesse d'Albe, dont il peint des portraits marquants. Grâce à ses protections, il gravit les échelons et devient peintre du roi Charles III, puis peintre officiel de Charles IV. Il peint alors des portraits de cour, mais glisse souvent une critique discrète. Contrairement à d'autres peintres de cour, Goya ne cherche pas à idéaliser ses modèles, il les représente avec une sincérité parfois brutale, révélant les faiblesses derrière les apparats. 3. La maladie et la métamorphose. En 1792, un tournant brutal survient dans la vie de Goya. Une mystérieuse maladie, probablement une méningite ou une forme de saturnisme, le laisse sourd et affaibli. Cet isolement sensoriel transforme profondément son art. Fini les légèretés des tapisseries, Goya entre dans une période plus sombre, plus introspective, et surtout plus libre. Il commence à produire des œuvres plus critiques, plus personnelles, comme les célèbres séries Los Caprichos, où il dénonce la superstition, l'hypocrisie sociale, la corruption de l'Église et les abus de pouvoir. L'un de ses dessins les plus célèbres, Le sommeil de la raison engendre des monstres, devient emblématique de cette époque troublée. 4. Témoin de l'horreur, la guerre et les désastres. L'invasion de l'Espagne par Napoléon Bonaparte en 1808 marque un nouveau choc. Les troupes françaises commettent de nombreux massacres, et Goya devient le témoin horrifié de ces atrocités. Entre 1810 et 1820, il réalise une série grave et bouleversante, Les désastres de la guerre. Il y montre sans détour les violences, les exécutions, les corps mutilés, les civils massacrés, tout ce que les autres artistes de son temps taisent. Goya y refuse tout héroïsme, la guerre, chez lui, n'est que douleur et absurdité. En 1814, il peint deux tableaux majeurs, le 2 mai 1808 et le 3 mai 1808, véritables cris picturaux contre la barbarie. Le second, en particulier, où un homme en chemise blanche lève les bras avant d'être fusillé, est devenu une icône de l'horreur de la guerre et un ancêtre de l'art engagé moderne. 5. Les ténèbres intérieures, les peintures à noir. Dans les dernières années de sa vie, Goya s'isole dans une maison surnommée la Quinta del Sordo, près de Madrid. C'est là qu'il peint directement sur les murs une série de fresques hallucinées et terrifiantes, aujourd'hui connues sous le nom de peinture noire. Parmi elles, des œuvres comme Saturne dévorant un de ses enfants ou le sabbat des sorcières montrent un monde chaotique, angoissé, presque préfigurant l'art moderne et même l'expressionnisme. Goya ne cherche plus à plaire, il exprime ses angoisses, ses cauchemars, ses visions du monde. 6. L'exil et la fin. En 1824, à cause du retour d'un régime autoritaire en Espagne, Goya choisit de s'exiler à Bordeaux, en France. Il y retrouve un cercle d'artistes et d'intellectuels progressistes. Malgré son âge avancé, il continue à dessiner, à graver, à explorer de nouvelles formes. Francisco Goya meurt à Bordeaux le 16 avril 1828, à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui une œuvre immense,
violente, novatrice et profondément humaine. Ses restes seront rapatriés en Espagne. Mais sans sa tête, mystérieusement disparue. Conclusion: Francisco de Goya fut bien plus qu'un peintre de cour. Il fut un miroir de son époque, un critique implacable du pouvoir, un précurseur de l'art moderne, mais aussi un homme tourmenté, courageux et libre. Son œuvre traverse les siècles et reste d'une actualité brûlante. Car Goya, par son regard lucide, sa capacité à peindre l'horreur comme la beauté, a su saisir quelque chose de fondamental sur la nature humaine, sa grandeur comme sa cruauté. Merci d'avoir écouté cette biographie. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'univers de Goya, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire des grands artistes du monde.